Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Cette œuvre sera au cœur de nos échanges. Mon premier repas, roman de Fulgence Alexandre Ncho, écrivain et poète ivoirien. Vous suivez bel et bien à l'encre de la plume votre émission littéraire produite et diffusée par Ecclesia TV. Soyez-en certains, le plaisir de vous retrouver sur vos nouvelles au fil des numéros. Monsieur Ncho, bonjour. Bonjour, madame. Ravi de vous revoir pour une autre présentation livresque. Merci. Très bien. C'est sûr que le plaisir est renouvelé pour vous également. Bien sûr. Très bien. Notre invité est très humaniste, il faut le dire, après avoir donné les clés pour asseoir une bonne éducation afin de vivre, de mieux vivre en humanité, après avoir également prôné l'égalité des cultures pour un véritable vivre ensemble. Dans son recueil de poèmes, Le chant des rivières, eh bien, il revient avec À mon premier repas, un roman qui nous renvoie à nos réalités africaines. La méchanceté africaine, la jalousie, l'hypocrisie, la question du remariage, vraiment bien d'autres thématiques abordées dans ce roman de 182 pages. Vous n'êtes plus à présenter certainement, Monsieur Ncho, vu que vous n'êtes pas à votre premier passage dans cette émission, mais notre collaboratrice, Roselyne Mobio, va tout de même rafraîchir la mémoire à nos téléspectateurs à travers une présentation de vous. Né en 1977 à l'Épée en Côte d'Ivoire, Fulgence Alexandre Ncho est titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'une licence en lettres modernes, obtenue respectivement au lycée moderne de Bouaké et à l'université de Bouaké. Il est également titulaire du certificat des arts et lettres obtenu à Limoges en France. Ses années de formation à l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC ont été sanctionnées par un diplôme supérieur à l'action culturelle d'ESSAC. Actuellement doctorant en animation et développement culturel, il est conseiller adjoint d'action culturelle au ministère de la Culture et de la Francophonie. À cela s'ajoutent les titres d'écrivain et de poète. C'était la biographie de notre invité Fulgence Alexandre Ncho, présentée par Roselyne Mobio. Passons maintenant au décryptage de l'œuvre, et c'est bien sûr dans la seconde rubrique. Mon premier repas, un roman de 182 pages, nous l'avons dit à l'entame de cette émission, à travers lequel l'auteur nous relate l'histoire d'Aïka, un modèle irréfutable d'homme courageux et également persévérant, une personne avec qui la vie n'a pas été du tout tendre. Il en a vu des vertes et des pas mûres, ça c'est clair. Perte de sa mère, rejet de son père, cœur brisé, rêve brisé également. Il a finalement réussi à se sortir de cette situation vraiment délicate. Vicissitude de la vie, il a pu obtenir un diplôme. Est-ce une histoire réelle? Est-ce que cette histoire vous concerne personnellement? Dites-nous tout. Est-ce l'histoire d'un proche? Nous vous écoutons. Merci, madame. C'est une histoire très réelle. Elle n'est pas imaginaire. Et ce sont les méfaits, je peux dire, de la société africaine. Cette œuvre dont je suis en train de vous relater les faits, la situation du jeune Aïka. Aïka, d'abord, veut dire un peuple dans la culture akan, celui qui est orphelin. L'orphelin, le pauvre. Et cet enfant qui est né d'une famille diverse, c'est-à-dire deux familles. La première famille où il vivait Ali avec son mari. Et c'était une famille très aisée. Son mari Azeu. Et la famille était très aisée, qui suivait à leurs besoins sans difficulté. Et voilà qu'un jour, le malheur frappe à la porte de cette famille. Tous les enfants, pour un petit mot de tête,
L'autre est parti. Des enfants qui étaient bien placés, des enfants qui ont reçu une très bonne éducation, une très bonne instruction. Parmi eux, il y avait des médecins, avocats, instituteurs même, des ingénieurs. Le monsieur Azeu avait vraiment eu cette noblesse de permettre à ses enfants de l'honorer dans une situation vraiment grande, parce que c'est ça qui est le rôle d'un père. Et lui étant un grand planteur, là où il connaissait un peu l'importance de l'école. Aujourd'hui, comme le roman le décrit, les enfants sont vraiment tous heureux. Et voilà que pour quelques 2 années, voilà que tous ces 9 enfants meurent pour des maladies impossibles, des maux de tête, des maux de ventre. C'est quelque chose qu'on peut guérir rapidement. 9 enfants, et pourtant nous en avons lu 11. Au total, le couple avait 11 enfants. Oui. C'est que 9 qui sont décédés. C'est 9 qui sont décédés. Il y a 2 qui sont encore en vie. Germaine. Aïka. Aïka est née du second mariage. Aïka est née du second mariage. Voilà. Si vous voulez, pour Azeu et Alé, vous avez 9 enfants. 9, d'accord. Voilà. La plus grande douleur que le livre relate, c'est le médecin. Oui. Une mort subite. Une mort subite. Vraiment qui était très rapide. Oui, après avoir posé vraiment un acte d'une personne au grand cœur. Effectivement, ce médecin qui est humain, le médecin qui est fraternel, qui connaît un peu l'importance de la famille africaine. À chaque moment qu'il arrive au village, il rend visite à ses oncles, à ses tantes. Avec des petits cadeaux. Avec des petits cadeaux pour consoler, ainsi de suite. Tout ça, il le faisait par amour, pas par arrière-pensée, par amour, par fraternité. Et un soir, il a fait le tour du village et voilà qu'il rentre à la maison. Et sa mère l'appelle dans la maison, il fait des remarques, il dit, mais c'est bien ce que tu as fait, mais c'est pas trop intéressant parce que on ne sait pas qui est qui dans le village. Bon, l'enfant est resté dans l'obéissance. Et voilà que une mère est vraiment une prophétesse. Voilà que la nuit tombe. Et le médecin commence à crier de douleur de son ventre. Il pleurait. Bon, sa mère se lève. Il n'a pas voulu réveiller son père. Adieu. Bon, il a vu que ça n'allait pas. Donc il est obligé de réveiller le père. Le père revient avec sa petite culotte. Puisqu'il a été tiré de son sommeil. Oui. Que se passe-t-il? Mais il était paniqué. Il voyait son fils qui se lamentait, un grand garçon. Donc en ce moment-là, on fait appel d'abord au féticheur du village. Pour venir faire ses incantations, ainsi de suite, pour donner la guérison. Après cette incantation, on constatait que le mal persistait. Très bien. Le mal persistait. Nous allons sortir de l'histoire, revenir à la première de couverture. Ça a été fait à dessein, permettre à nos téléspectateurs de rester fixés, de se plonger. Et puis bon, voilà, nous revenons à la première de couverture. Elle fait partie de l'œuvre. Oui. Et on va également revenir sur la signification, la signification des éléments de la première de couverture. Déjà, l'image que nous avons nous fait penser à un milieu rural. Oui. Voilà, les cases qui sont apparentes déjà. Dans le fond, là, nous avons également un arbre, une personne qui est assise à l'ombre de ce arbre, et tout ça. Donc, voilà, expliquez-nous un peu le vert, l'orange qui est présent, la couleur, le ton blanc, assez patriote. Hein? Ok. Vous voyez l'arbre qui est là? Regardez bien l'image de cet homme. Un visage triste. Oui. Un homme à la peau noire. Un homme à la peau noire, une petite culotte. Et il était assis sur quoi? Sur des pierres. Des pierres, des briques. Un sac à côté. Un sac à côté. Qu'est-ce qu'il attendait? Où est-ce qu'il allait? Il s'apprêtait à aller à l'école. D'accord. Le sac qui symbolise l'école. Pas tout le temps, peut-être un voyage aussi. Non. Peut-être un voyage aussi. Allez-y. Donc, c'est vous l'auteur de toutes les façons. Des pierres qui sont là ont bâti la vie sur le roc. Donc, les pierres qui seraient sa vie de demain.
Regardez sous l'arbre. Celui qui continue tout son chemin n'a pas besoin d'ombre. On a mis Aïka sous un ombre pour le moment. C'est un signal, un appel. Regardez les cases. Si vous voyez une distance entre les cases et l'arbre. Vous voyez? Donc les cases pouvaient bien être sous l'arbre. Tout à fait. Mais il y a une distance. C'est-à-dire qu'il a quitté le village. Il s'en va. Donc les cases sont tout à fait derrière. Derrière. D'accord. Voilà. Sous un arbre, où il a trouvé refuge peut-être. Il a trouvé un abri. Vous voyez bien l'arbre, il y a des fruits dessus. Les fruits. Vous voyez des fruits, vous? Il y a des fruits. Donc, comme tout est vert là, vous n'arrivez pas à distinguer. C'est un arbre fruitier. Il y a plein de fruits. Donc, vous voyez en ce moment-là, vous voyez quand même les feuilles, qui sont si nombreuses les feuilles. Oui, de nombreuses feuilles, des feuilles vertes. Les feuilles vertes, tout est vert. Mais regardez au fond. Regardez au fond. Il y a des fruits qui sont verts. Les fruits ne sont pas encore mûrs. Les gars, Ika n'est pas encore mûr. Ok. La signification, d'accord. Voilà. La couleur rouge signifie quoi? Le sang, la souffrance, la douleur interne. Effectivement, les pierres ont une couleur rouge. Oui. Et la blancheur, c'est quoi? La pureté, le cœur. Quelle que soit la douleur, la pureté. Vous voyez que le blanc domine le rouge. Vous savez que le blanc domine toujours. Quand tu es un homme pur, tu es un homme saint, tu es un homme avec un cœur d'amour, tu domines toujours le mal. Ça met du temps, mais tu domines toujours le mal. Donc c'est un peu ça que je suis en train de présenter. Vous voyez que les pierres qui sont là, vous verrez à la fin de l'œuvre le symbole de ces pierres-là. Vous voyez. Vous verrez aussi à la fin de l'œuvre pourquoi il est assis sous ce arbre. Il peut être sous le soleil. Tout à fait. Voilà. Alors, si je continue. Oui, nous poursuivons. Nous revenons dans l'œuvre. Nous poursuivons l'histoire du médecin, le père affolé, qui a été tiré de son sommeil. Et tout ça arrivé en sursaut. Hein. La mère également en train de pleurer, se lamentant, et tout ça. La suite de l'histoire. Alors, le féticheur a beau faire ses incantations, ça n'a pas donné d'effet. Mais ce que je n'ai pas pu relever dans le livre, le féticheur était complice. Ah. Vous voyez, souvent aussi, il ne faut pas aussi t'amuser, parce que c'est parce que tu es malade que tout de suite, il faut aller voir un féticheur. Parce que souvent, ils sont complices du mal. En ce moment-là, son père voyait que ça n'allait pas et il a demandé à prendre le camion. Il transporte les produits vivriers du village. Mais là encore, nous avons constaté une autre forme de méchanceté humaine. C'est-à-dire, pendant qu'une personne, on va caricaturer comme ça, une personne qui est déjà anémiée souffre, on va encore aller vider cette personne de son sang. C'est-à-dire des personnes qui sont en détresse. Là encore, un fils également du village va demander à son frère de lui payer une certaine somme avant qu'il ne vienne au secours de son fils. Comment qualifier ce comportement? Aujourd'hui, la domination du bien matériel au profit d'un être humain, c'est ça. Vous voyez qu'au moins il est parti prendre le camion de ramassage du village. Mais le machiniste a exigé la somme avant qu'il ne démarre. Mais voilà, parce que je dis, il y a une certaine jalousie. Donc, leur souhait, c'est de rendre alors que Azeu était un homme bon. Il partageait tout ce qu'il avait avec les autres. Et même les paresseux du village venaient tous les midis et les soirs pour manger le repas. Donc c'est pour montrer que le bien que tu fais, souvent, il faut discerner. Donc, ils ont pris le chemin, je peux dire la route. À la rentrée de l'hôpital. De la ville même, où il allait être délivré. Malheureusement. Le Seigneur l'a délivré, il a pris son âme. Voilà que le médecin meurt. Le dernier fils cadre. Mais imaginez-vous la suite.
Oui. allait à pleurer. Son père était en train de traîner à terre. Même ses collègues médecins ont commencé aussi à pleurer. Parce que c'était impensable, c'était incroyable. Des choses qu'on pouvait sauver. Une douleur, un disciple qui a malheureusement emporté le père. Le père. À Dieu. Alors, allait se retrouver seul. Avec sa fille Germaine. En réalité, elle n'est pas divorcée. Oui. Traditionnellement, il faut être divorcé pour pouvoir avoir un autre mari. Et par la peur, ainsi de suite, elle a quitté le village. Lorsqu'elle a quitté, quelque temps après, son mari meurt parce qu'il ne pouvait plus supporter. Elle est restée auprès de sa petite sœur. Elle ne voulait plus se marier. Voilà que apparaît un monsieur qui s'appelle le nom de Kepoué. Surtout qu'elle était encore jeune, elle n'était pas aussi âgée. Elle n'était pas trop âgée, elle était encore belle charmante, femme, belle femme africaine. Et voilà que Kepoué a décidé de conquérir encore cette dame. Le cœur de cette dame. Après tant de tentations, de réflexions, de conseils, et enfin elle a cédé. Je peux dire à l'amour, parce que l'amitié est faible, à l'amour de Kepoué. Vous voyez que au moment où elle a commencé à faire des travaux champêtres, elle était une femme battante. Elle avait des grands champs parce qu'elle se donnait corps et âme. Voilà que naquit une grossesse, un enfant qui est nom de Aïka. Alors ces mêmes sorciers reviennent encore à la charge. Pour dire, mais ils ont appris que leur femme allait est dans un autre foyer. Puisque je vous ai dit qu'elle n'est pas divorcée. Alors, ils viennent réclamer leur épouse. Voilà qu'un matin, ils descendent tous chez Kepoué. Avec toute une délégation. Ils arrivent là, ils posent le problème de la situation pour dire qu'ils veulent récupérer leur femme. Ah! Kepoué ne s'attendait pas à ça. Avec toutes ces conditions, Kepoué se lamente sans voir son cousin. Il fait appel. Il revient, ce cousin, les raisons le fait comprendre que ni la faute à Kepoué, ni la faute à la femme, parce que par peur, elle a décidé de quitter le foyer. La délégation ne voulait rien savoir. Et on dit que Kepoué a commis l'adultère, il doit payer ou bien retourner à leur femme. Pendant ce temps, la pauvre allait prendre la grossesse d'Aïka. Qu'est-ce que Kepoué peut faire? Il ne peut plus abandonner la femme. Tout à fait. Alors à ce niveau, il décide de passer à la phase de réconciliation et de conciliation aussi. Il faut faire la conciliation. Vous voyez que dans l'œuvre, ils ont fait des amendes, ils ont fait des amendes. Amendes exorbitantes. Oui. Pendant ce temps, Kepoué n'avait pas cet argent sur cette somme-là. La somme même pour laquelle il négociait, il n'avait pas. Il n'avait même pas ça. Comme dans le village, les gens sont solidaires. Son cousin s'est replié. Il a vu les uns les autres. Et les heures qui ont suivi, il a payé cette dot. Bon. La délégation a pris cet argent, a pris ses biens. Mais le drame, c'est que Kepoué, au lieu de prendre cet enfant, Ayela, comme symbole de sa victoire, symbole de sa souffrance, l'enfant devient plutôt son ennemi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à travers cet enfant, il a subi des amendes, il a été humilié. C'est ça le problème de Kepoué. Il a été humilié, il a été vexé, il a été choqué. Parce qu'ils se disent que, parce que dans le texte, Kepoué était notable. Il a été choqué. Donc à ce niveau-là... Son honneur était quelque part bafoué. Hein, oui, son honneur était bafoué. Donc la naissance de cet enfant, ça le rappelait à tout moment les faits qu'il a vécu avec cette grossesse-là.
Et ça dit que l'Africain ne connaît pas le pardon. Je présente cette image du comportement de la race noire face à un fait. La délégation n'a pas voulu pardonner. Et Kepler aussi, au lieu de donner un sens, de prendre cet enfant à bras le cœur, il a préféré rejeter encore cet enfant. Voilà que la pauvre femme allait, se souvenant encore de la première douleur, une seconde douleur encore vient encore s'installer dans sa vie. Kepler ne voulait rien savoir. Kepler voulait ôter la vie de cet enfant. Et il a tellement oppressé l'enfant. Il a même accusé ses enfants. Jusqu'à ce qu'il aille chercher même la police pour venir prendre l'enfant. Mais lui aussi, courageux comme sa mère, était aux travaux champêtres pendant ce temps. Oui, parce que quand Dieu te suit, quand tu es innocent, Dieu t'accompagne toujours. Voilà qu'un matin, l'enfant, il prend le vélo de son cousin. Il dit, bon, comme il n'a rien à manger au village, il préfère aller à la rencontre de sa mère. Il prend le vélo, il va dans le champ. Voilà que sa mère était en train de travailler. Il avait, je crois, en train de préparer quelque chose. Il est assis. Bon, sa mère n'est pas trop étonnée de voir son enfant parce que chez lui, c'est son habitude. L'enfant, il a préparé, ouais, il faisait la chasse aux souris, ainsi de suite, aux oiseaux, tout ça. Pendant que l'enfant était au champ, une délégation, une armée policière descend dans le village, dans le quartier, à la recherche de cet enfant qui a été accusé par Kepler et son beau. Son propre père. Son propre père. Précisons, merci de la précision. Son propre père. Donc, son beau, avec le mari de Germaine, vivait dans la même cour que ses beaux-parents. On accuse cet enfant d'une perte de 100 000 francs. Ça me dit, mais à cet âge, un enfant va prendre, quelqu'un qui a 12 ans, va prendre 100 000 francs, tout de suite on saura. Parce qu'il n'a pas encore la sagesse de dépenser. Il va vouloir payer des choses vraiment en désordre. Kepler et Lobo ne voulaient rien comprendre. Mais sans oublier aussi la complicité de sa femme qui est Germaine. Donc la sœur de Laïka. Laïka. Et je voulais rappeler qu'ici que Germaine est allé même voir des marabouts pour dire, mais le marabout fait croire aux gens que, est-ce qu'il n'y a pas un garçon dans la cour? Il dit, oui, mais le garçon, c'est lui. Ah, donc, automatiquement, il devient l'auteur de ce mal. Vous voyez que l'enfant, au retour des champs, il y a un jeune bienfaiteur qui va à la rencontre. Tous essoufflés, pour dire, ah, maman, voilà que la police se cherche. Sa mère, qui est rentrée... Toujours le cœur d'une mère. D'une mère qui est rentrée dans une colère vive. Elle dit, mon fils ne soit sans crainte. Mais au fond, l'enfant avait un peu peur. Oui. Parce que cette pression était trop forte. Il est innocent, il ne sait pas, il n'a rien vu, il n'a rien vu, il ne comprenait rien de ce qui se passe. Avant que la mère et l'enfant n'arrivent au village, les policiers sont rentrés. La mère a veillé sur son enfant. Parce qu'elle a peur que l'enfant, qu'elle se déplace, son père manigance un coup pour venir prendre son fils. Elle regardait son fils partir avec le cœur serré. Le cœur serré. L'enfant lui a fait la promesse de revenir, mais n'était pas... Vous savez que quelquefois aussi, on ressent certaines choses. Elle n'était pas sûre de revoir son fils. Une chienne peut regretter le départ d'un chiot, mais une femme a toujours regretté le départ de son enfant. Et le père a été méchant. La mère est décédée, il n'a pas pu informer l'enfant. C'est vraiment après les obsèques qu'il informe le fils. Donc, vous voyez que, comme le temps ne nous appartient pas, comme je vous l'ai dit, le temps nous lâche toujours. Donc, l'enfant, il était en 6e, ainsi de suite. C'était un bâton. Oui. Il a même vendu du pain. Du pain. Il était assumer. Il vendait, il partait au cou. Et parce qu'il y a des heures creuses, il vendait son dépôt de pain. Il se débrouillait
Il aidait même quelquefois le tuteur à la maison, pour les petits déjeuners, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, l'enfant commençait à prendre conscience de quelque chose. Il était à Abidjan. Vous voyez? Donc, la mère, la grande sœur, Germaine, va trouver encore son petit frère à Abidjan. C'est-à-dire qu'en ville, il fait croire à l'enfant que sa maman est malade, qu'il fait ceci, parce que l'enfant qui a l'amour toujours, l'enfant ne pouvait pas rester. Mais je voulais rappeler aux auditeurs téléspectateurs que l'enfant innocent ne s'attendait pas à quelque chose qu'il attendait au village. Donc, il a fermé son dépôt et il est allé au village avec sa grande sœur. Il a suivi aveuglement sa sœur. Sa mère était étonnée de voir son fils. Il dit, ah, mais ma soeur m'a dit que tu étais malade, que tu voulais me voir, ceci, cela. Comme la mère connaissait le problème, elle est rentrée dans une colère noire. Insulter sa grande sœur. Le seul enfant que j'ai. C'est toi qui dois protéger ton petit frère. Comment vous pouvez accuser cet enfant d'un vol pas possible? Les gens ont pris des bois, parce que s'il se sentait coupable, tout de suite, on doit le frapper. On doit, en un mot, l'abattre. Voilà que l'enfant, il doit maintenant faire le fétiche, ça, il doit jurer dans une eau bouillante. On a mis une pièce d'argent dedans. Quand vous êtes dans la vérité, Dieu vous soutient toujours. Quand vous êtes dans l'innocence, Dieu vous soutient toujours. L'eau bouillie. Et on demande à l'enfant, s'il est innocent, qu'il arrive à enlever la pièce qui se trouve au fond de cette eau qui bouffe. L'enfant a fait un temps de silence et quand il a plongé sa main, l'eau était glacée. Il a levé la pièce. Les gens ne croyaient pas. Ça s'est répété à 3 reprises. Et voilà que l'enfant est déclaré innocent par ce fétiche. Mais malgré ça, son père n'était pas satisfait. Oui, puisqu'il n'a pas atteint son objectif. Kepoué n'était pas satisfait. Aïka était purement isolé. Pendant les fêtes de Noël, Aïka n'a jamais bénéficié de quelque chose. Même de l'habillement, rien de tout cela. Toujours dans la cuisine, caché. Avant qu'Aïka nous mange, on cache le repas dans la cuisine. Tout ça sont des choses que Aïka a vécues. Pensez-vous que ces choses-là ont réussi à forger Aïka? Oui. Parce que pour moi, c'est une mission. L'amour n'y est plus. Aïka a peur de rentrer dans la cour familiale. Mais attendez-vous bien, madame, Aïka n'a pas d'extrait. Parce qu'il ne veut même pas du tout le reconnaître. Il n'a pas reconnu l'enfant. L'enfant continuait son parcours. D'Abidjan, il s'est retrouvé dans une autre ville. Il est rentré voir quelqu'un qui parle la même langue que lui. Pensez-vous qu'aujourd'hui cela existe? Est-ce qu'on offre facilement de l'hospitalité comme ça à des étrangers? La méfiance. Pourquoi? D'où vient cette méfiance-là? La méchanceté des uns des autres. Parce que je peux dire, même celui qui arrive, il peut être même ton bourreau. Comme celui qui te reçoit aussi peut être aussi ton bourreau. Parce que moi, je peux ouvrir mon cœur. Vous pouvez ouvrir votre cœur à quelqu'un pour le recevoir. Mais demain, c'est pour peut-être vous voler. Donc aujourd'hui, chacun se méfie. Pourquoi chacun se méfie? Madame, c'est l'amour du bien matériel. La domination du bien matériel sur l'homme. Il fut un temps aussi où Aïka a voulu devenir prêtre. Oui, parce qu'il était un homme pieux. Il a reçu le baptême. Il a reçu la confirmation. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces sacrements-là sont suffisants pour dire d'une personne qu'elle est pieuse? Ces sacrements aujourd'hui ne sont pas suffisants pour dire qu'une personne est pieuse.
Pour moi, ces sacrements aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est devenu quelque chose, si vous voulez bien, quelque chose de passage. C'est comme une fête qu'on prépare. Or, le sacrement, c'est l'aspect festif qui est mis au devant. Qui est mis au devant. Par ceux qui reçoivent ces sacrements. Voilà. Aujourd'hui, le baptême, la confirmation, c'est l'appel à la sainteté. Le Christ, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints. Le baptême est une transformation intérieure et extérieure. C'est ce qu'Aïka a reçu. Dans sa difficulté, il est resté constant. Malgré ses douleurs, ses pressions, il ne mangeait pas. Il partait même voler des mangues pour manger. Vous voyez? Mais pour devenir prêtre, c'était difficile pour lui. Il avait la passion. Il fréquentait les prêtres. Vous voyez qu'il y avait même un prêtre qu'il avait rejeté quelque part. Parce qu'il n'avait plus de domicile. Or, il y avait dans cette paroisse, il y avait des chambres qui étaient là, des toits d'araignée. On demandait, le conseil a demandé simplement que le curé loge cet enfant, qui peut servir en même temps de gardien, qui peut aussi nettoyer le presbytère, ainsi de suite, qui sert au moins, nous avons senti au moins une présence humaine au sein de la paroisse, puisque les chrétiens vont et viennent, mais on ne sait pas qui est qui. La présence de l'enfant, mais le curé n'a pas voulu que l'enfant soit là. Bon. Le président du conseil paroissial, un homme généreux, a offert une petite maison à Aïka. Et voilà que encore ce président du conseil paroissial, qui était quitté à une mission, il meurt d'un accident de circulation. Comme diraient certains, les bonnes choses ne durent pas. Bonnes choses ne durent pas. Une autre épreuve pour Aïka. Pour Aïka encore. Mais ce qui était intéressant chez Aïka, il était un intellectuel. Vous voyez que le président du conseil, après avoir obtenu le bac, l'a inscrit à l'université de Bouaké. Et un matin, il était là, le vicaire qui n'a pas le pouvoir sur le curé, qui était proche de lui, qui le consolait, qui lui donnait quelquefois des petites pièces d'argent. L'appel pour lui dire, ah, tu as été inscrit à l'université, voilà. Et de sauter de joie, il a commencé le cours à l'université. Mais là encore, quand il avait besoin de moyens pour son entrée au séminaire et tout ça, Aïka s'est souvenu de son père. Il est venu le voir, il a repoussé. Mais ce sont les lois de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, pour que tu sois prêtre, il faudrait que la famille participe. Oui, les parents ont une marge de responsabilité, oui. Mais malgré l'explication d'Aïka à son directeur spirituel, bon, il ne pouvait pas comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Mais Aïka ne voulait pas être un prêtre diocésain. Il voulait être un missionnaire. Mais il a beau expliquer son désir, mais il faut forcer la loi religieuse, ou bien les principes de la communauté s'imposent à lui. Il faut forcément une participation financière pour qu'il puisse bénéficier de cette option prêtrise. La décision qu'il a prise, c'est d'abandonner ce côté. Il a abandonné le côté, l'appel. Ça a été abandonné. Vous voyez qu'il a continué. Et vous verrez dans l'œuvre que on va donner le cheminement. Aïka a grandi, il a eu la licence, il vient à Abidjan. Parce qu'il ne pouvait plus continuer les études, puisque tout était difficile au plan financier. Ils arrivent à Abidjan, au cours d'une séance de prière, ils découvrent une femme qu'on appelle Suzanne. À travers ce personnage, vous nous présentez une autre facette de la gente féminine. La gente féminine. Suzanne, belle à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il n'avait pas l'amour. Vous voyez comment, quand je présente la mère de Aïka, la beauté de la femme. Voilà une autre facette, comme on dit, de Suzanne, qui montre cette méchanceté de certaines femmes. Quand tu n'aimes pas, il faut dire non. Mais Aïka a connu des douleurs atroces avec cette femme, Suzanne. J'ai eu des enfants. Mais malgré cela, Aïka était vraiment persécutée par la femme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une situation honorable, une situation financière, une situation autonome.
une situation de rang. Il était livré à lui en tant que pauvre étudiant. Son métier était quoi? Être encore un répétiteur. Faire des petits contrats par ici, par là. À l'heure au cours, Aïka demandait à ce que Suzanne vienne le trouver en cité universitaire. Et voilà par là que Suzanne trouve encore un autre, je ne sais pas quel est le thème, un autre prétendant. Un autre bérail qu'elle s'est mis là. Donc elle avait une double vie. Je peux dire triple vie. Oui. Parce qu'il y en a eu d'autres. Et d'autres. Un jour, Aïka revient à la maison. Voilà que Suzanne, qui est couchée entre, excusez-moi, les jambes de l'ami intime d'Aïka. Une femme qui va jusqu'à même détruire les amitiés. Les amis. Vous voyez que ça montre au moins la face de la société. Il ne faut pas juger l'autre aussi facilement. Ou bien il ne faut pas condamner l'autre facilement. Mais Aïka a mis en cette femme Suzanne le pardon. En espérant que elle peut changer d'un moment à l'autre. Mais c'était difficile. Parce que Suzanne ne l'aimait pas. Il a beau sacrifier. Mais vous voyez que dans l'œuvre, Aïka avait quoi? Deux pantalons, deux chemises. Mais tout ce qu'il avait, il investissait ça dans la vie de Suzanne. Espérons qu'elle change. Qu'elle change. Mais c'est mal connaître la femme qui n'a jamais aimé. Vous voyez que quand Aïka a eu son concours, la première partie a échoué. Où les écrits ont disparu dans la machine. Mystérieusement. Chose bizarre. Quelqu'un qui devait préparer des mémoires, il a fini de préparer avec ses recherches. Au moment où on devait tirer pour pouvoir aller pour faire soutenance. Oui. Mais quelque part, ce n'était pas l'œuvre de Suzanne. Bon, je peux dire que c'est une complicité du village à Suzanne. Parce que, madame, je vous assure que les sorciers sont plus fidèles. Hein. Et puis, ils se connaissent. Dans l'œuvre, vous verrez que Aïka était un homme qui priait beaucoup. C'est-à-dire que toutes ces tentations étaient comme l'eau qui coulait sur lui. Mais il souffrait quand même, hein, ça, il ne faut pas oublier cette face-là. Les documents ont disparu dans la machine. Passé la période des examens du concours, les documents réapparaissent maintenant. On arrive à faire les impressions. Mais voilà, comme il existe une seconde chance dans la vie, il réussit à ce concours haut les mains. Haut les mains. En ce moment-là, Suzanne pensait que Aïka était fini pour lui. Vous voyez, madame, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes portent du bonheur, comme beaucoup aussi portent de malheur. Il faut savoir t'associer, il faut savoir discerner. Discerner avant de faire le choix. En ce moment-là, le pauvre Aïka passe le concours les mains. Dans la discrétion. Voilà pourquoi, ici, j'interpelle pour dire que ce n'est pas tout on dit. Même à ta femme qui est à la maison, je m'excuse du terme. Il faut souvent savoir garder parole. Ça, je m'excuse si vous êtes... Il faut savoir garder parole. Mais c'est pas aussi tout on dit à ton mari. Pourquoi? Parce que l'homme est comme un animal qui peut crier, qui peut aboyer à tout moment, selon les circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut boire un peu, il peut livrer le secret. Elle peut s'énerver, livrer le secret. Vous voyez? Avec les aides des uns des autres, Aïka devient un cadre. Voilà que Suzanne revient à la charge. Il veut maintenant reconnaître Aïka comme son mari. Madame, à votre avis, comment vous voyez ça? Je vais nous dire. C'est difficile quand même. Mais Aïka a toujours pardonné. Oui. Mais vous voyez que Aïka a aidé Suzanne à avoir le BPC. Parce qu'il s'est dit, mais moi, je ne peux plus te garder comme femme. Mais le grand amour, parce que tu tiens la vie de mes enfants, mais on a eu des enfants, tu demeures toujours la mère des enfants. Donc, il faut que tu aies quelque chose. En ce moment-là, Suzanne a passé le BPC.
par l'intermédiaire d'Aïka. Elle a eu le BBC. Maintenant que la réussite s'est installée, les choses se sont améliorées pour Aïka, et vont beaucoup mieux même. Voici que Kepoué se souvient d'un fils. Film, ça. Tout à fait. Se souvient d'un fils qu'il a peut-être abandonné. Il faudrait que ce dernier la revienne. Oui. Merci. Avant d'arriver là, la mère d'Aïka est morte. Mais le père n'a même pas pris Aïka n'a pas pris la peine de chercher au moins les traces de cet enfant. Ils ont enterré la mère sans que son fils ne sache. Et voilà, maintenant, je reviens maintenant à vous pour dire que Aïka, lorsqu'il y a un cadre, 30 ans après, imaginez-vous, un jour, le pauvre assis dans son salon, son portable sonne. Ce n'est pas les portables maintenant, ce sont les portables, son téléphone fixe. Ça sonne. Comment il a reçu, il a eu le numéro, ça on ne le sait pas. Il décroche, c'est son père qui est au bout du fil, en train de couler des larmes. En train de couler des larmes. La question maintenant que je pose maintenant à chacun. Faut-il pardonner ou bien ne pas pardonner? Qu'a fait Aïka? Aïka décide de retourner vers son père. Avec un peu d'hésitation. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'on ne sait pas. Oui. Ça peut être. Fois tenter à sa vie, ça peut être un coup. Piège. Oui. Et voilà que le père devient père prodigue et non un enfant prodigue. Un père prodige qui veut donner vie, qui veut maintenant renaître de nouveau, comme selon la Bible, né de nouveau. Il fait le marché, il fait un repas, il prépare. Lui-même, hein, n'a pas voulu que quelqu'un touche. Mais je rappelle qu'il avait une autre femme. Oui, oui. Il a préparé et il a servi son fils à terre. Les deux étaient sur deux tabourets. Mais pourquoi vous avez pris cette image-là? Ils ont partagé ensemble le repas, assis sur un tabouret, le repas posé à même le sol et tout ça. Merci. Vous voyez, le symbole de l'Afrique, la force de l'Afrique, c'est à terre. L'humilité, c'est à terre. On est né d'une terre, on mourra d'une terre, tout part de la terre. Il peut y avoir une grande table, mais c'est à terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tabouret d'Aïka était un peu plus haut par rapport pour le père. Parce qu'il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Mais Aïka avait un peu peur de manger parce qu'il s'est dit, mais il ne faudrait pas que ce repas soit un repas empoisonné. Mais son père constatait que, effectivement, l'enfant hésitait pour manger. Et lui, il a commencé à faire le premier pas en mangeant. Et Aïka a commencé. Lorsqu'il a mangé, il a vu que le repas était vraiment copieux. Un repas de miséricorde. C'est là qu'il a mangé le premier repas de son amour. Parce que malgré qu'il était cadre, mais il mangeait, il n'avait pas la paix du cœur. Tout ce qui était là, cette blessure intérieure était encore présente. Était encore présente. Il n'avait pas la joie interne. Il souffrait. Il dit, mais je connais ni mon maman est partie, papa. Malgré toute cette table garnie, mais la joie n'était pas là. Il avait besoin d'une guérison. D'une guérison. Et cette guérison, il l'a obtenue après avoir accordé le pardon. Or, Suzanne qui pouvait remplacer sa mère et son père, le maltraitait. Mais un passage, il insultait qu'il était vilain. Oui. Elle s'appelait Fidéline, tout ça. Donc, à ce niveau, j'interpelle les gens pour dire, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la difficulté, il faut être constant dans ta logique. Il faut être fidèle dans ta parole. Il faut être mature, quel que soit l'âge que tu as. Parce que même ce n'est pas la chair qu'on voit. Mais j'aime bien cette parole biblique. C'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui fait l'homme.
Ce n'est pas en disant ceci, cela, mais que ta parole soit une parole concrète qui accompagne tes actes. C'est ça qui fait la force d'Aïka. Et quand ta parole accompagne tes actes, il n'y a pas de sorcier, tu réussis toujours. Il n'y en a pas. Alors, monsieur Ncho, dites-nous, comme vous l'avez dit, vous n'avez cessé de le répéter, le temps ne nous appartient pas. Oui. Quelle est la leçon que vous souhaitez que les téléspectateurs, même le lecteur, retiennent de cette histoire? Pardonnez. Pardon. Ne retiens rien en toi. Seul le pardon peut te délivrer de tout mal. J'aimerais qu'ils retiennent ça. Très bien. Très bien. Merci, 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 merci infiniment. Monsieur Ncho, on dirait, on donnera le nom de l'auteur que vous êtes, hein, Alexandre Fulgence, ou du moins Fulgence Alexandre Ncho, oui. Écrivain et poète ivoirien. Merci pour cette belle histoire. C'est vrai que vous nous avez dit que cette histoire est réelle, mais franchement, lorsqu'on se réfère un peu à votre biographie, elle nous fait penser à vous. Bah, si vous voulez garder le secret, on s'en tient à cela. Et voilà, merci. Merci infiniment d'avoir d'une manière ou d'une autre partagé cette belle histoire avec les lecteurs qui ont déjà lu, ceux qui vont découvrir et aussi avec les téléspectateurs. Merci infiniment. Je t'assure qu'aujourd'hui, Aïka est directeur de cabinet quelque part. Eh bien, cette histoire devrait faire objet de film. Hein. Ou bien, on espère qu'on fera un film avec. Donc, on a tout le scénario ici. Oui. D'accord. Et voilà, chers téléspectateurs, une émission passionnante qui se poursuit avec la troisième et dernière rubrique de cette émission, Vitrine, avec Marie Abissier. Coucou amis des livres. Pour ce numéro de À l'encre de la plume, 2 œuvres littéraires vous sont proposées pour la rubrique Vitrine. L'âge d'or n'est pas pour demain de Aïe Kwei Arma et La danse des sourds de Sébastien Ngakou. Allons tout de suite pour L'âge d'or n'est pas pour demain. Une odeur terrible imprègne ces pages admirables. Un souffle pur, comme celui de la mer, traverse ce texte. L'odeur est celle de la pestilence, de la misère, des choses, des latrines, des corps, mais aussi et surtout celle de la corruption des hommes au pouvoir, nouveaux maîtres du peuple toujours exploité. L'ère du lâche, c'est face à ces jouisseurs cyniques et à ce peuple impuissant, un homme digne de ce nom, une conscience que sa solitude voue au silence, au désespoir d'une lucidité ardente mais désarmée. Dans cette œuvre tragique, puisque les plus nobles exigences de l'homme s'y heurtent à la brutale nécessité du monde, comme il est un art d'une rare maîtrise, donne une présence inoubliable aux choses, aux êtres, au malaise des esprits et au malheur d'un pays. Découvrons à présent l'auteur. Né le 28 octobre 1939 à Takoradi, dans la colonie de la Gold Coast, aujourd'hui au Ghana, Aïe Kwei Arma a fréquenté les écoles missionnaires locales, puis le collège d'Ashimota. En 1959, il part aux États-Unis où il termine son cursus secondaire à la Groton School avant d'obtenir une licence à l'université Harvard. Le jeune Arma travaille ensuite comme scénariste, traducteur et enseignant d'anglais dans divers pays, notamment en France, en Tanzanie, au Lesotho, au Sénégal et aux États-Unis. À présent, la danse des sourds. Toumou est un gouverneur d'un peuple et défenseur de son identité. Il a pour mission de rassembler les énergies pour une croissance homogène. Seulement, face à la disparité des connaissances des uns et des autres de ces sujets, l'implosion ne tardera pas à avoir lieu, chacun dans sa vision, restant convaincu d'être le Messie le plus capable de transformer le milieu. La facture est telle que la violence du déracinement écartera Toumou du pouvoir. Un autre commencement s'imposera.
La découverte à présent de l'auteur. Sébastien Ngako est né le 3 juin 1958 à Banka Bafong, de père et de mère camerounais. Il est juriste de formation et titulaire d'une maîtrise en droit privé. Eh bien, ce fut tout pour la vitrine d'aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. C'était la rubrique vitrine présentée par Maria Bissier. Vous l'avez certainement compris également, c'est la fin de cette émission. Nous rappelons que notre invité dans cette émission était Alexandre Fulgence Ncho, écrivain et poète ivoirien, auteur de ce chef-d'œuvre, ce roman, Mon premier repas, qui est à découvrir, à lire, à relire, à faire lire, à offrir. N'hésitez pas à vous procurer cette œuvre et continuez de faire grandir la famille des lecteurs. Merci à toute l'équipe technique, à toute l'équipe de production. Merci à vous d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Merci infiniment à notre invité. À très bientôt. Que Dieu nous garde. D'ici là, prenez soin de vous.